Le matin où j'ai compris que personne ne viendrait, j'étais assise au bord de mon lit, les pieds suspendus dans l'air comme ceux d'une enfant qui n'arrive pas encore à toucher le sol. Il était 7h20. La lumière filtrait à travers les rideaux en lin beige que j'avais cousus moi-même il y a peut-être 30 ans. Et le silence, lui, n'avait pas d'âge. Il était simplement là, immense, pesant, comme une nappe d'eau froide posée sur toute la maison. J'avais 72 ans ce jour-là, et je venais de réaliser, avec une clarté que je n'avais jamais connue auparavant, que la vie que j'avais construite autour de ma famille ressemblait à un château de cartes posé sur une table légèrement inclinée. Beau, fragile et inévitablement destiné à s'effondrer. Permettez-moi de tout vous raconter depuis le début. Je m'appelle Solveig. Pas Sophie, pas Marie, pas Isabelle. Solveig, comme le personnage de la pièce de théâtre norvégienne, ce prénom que ma mère avait trouvé dans un livre de poésie et qu'elle avait choisi pour moi parce qu'il signifiait, disait-elle, celle qui marche seule vers la lumière. Elle avait eu raison, sans le savoir. Elle avait tout prévu, sans jamais rien planifier. J'ai vécu la plus grande partie de ma vie dans une ville de taille moyenne, dans une maison à 2 étages avec un jardin derrière, un cerisier qui fleurissait chaque printemps et une balançoire que j'avais achetée pour mes enfants et que j'avais, des années plus tard, remplacée par un banc en bois. Le banc aussi avait fini par pourrir. Je ne l'avais pas remplacé. J'ai eu 3 enfants. 3. Florentin, l'aîné, qui vit maintenant à Bordeaux avec sa femme Nolwenn et leurs 2 fils. Gwenaëlle, ma fille du milieu, installée à Strasbourg depuis son mariage avec un homme du nom de Tarquin, un ingénieur très sérieux aux lunettes trop grandes pour son visage. Et puis Lucian, le dernier, le plus rêveur des 3, qui a traversé l'Atlantique à 28 ans pour une opportunité professionnelle et qui depuis n'est rentré que 4 fois en 10 ans. Je les aime tous les 3 d'un amour qui ne ressemble à rien d'autre, un amour qui n'a pas de fond, comme un puits creusé dans la roche. Et pourtant, pendant des décennies, j'ai cru, non, j'ai su, avec la certitude tranquille des choses qui semblent évidentes, que la vieillesse serait une affaire de famille. Que quand mes genoux commenceraient à protester dans des escaliers, Florentin serait là pour porter les sacs. Que quand ma mémoire commencerait à ressembler à une passoire, Gwenaëlle viendrait m'aider à trier les médicaments. Que quand les nuits deviendraient trop longues et trop silencieuses, Lucian appellerait, au moins. Ce n'était pas une exigence, c'était une conviction. Une de ces vérités que l'on absorbe sans s'en rendre compte, comme on absorbe l'idée que le soleil se lève à l'est. Personne ne vous le dit explicitement. C'est simplement dans l'air, dans les histoires que l'on entend, dans les images que l'on voit. La grand-mère entourée, la famille réunie, le dimanche avec les petits-enfants. J'ai construit toute la seconde moitié de ma vie sur cette fondation invisible. Et la fondation, un matin de novembre, avec 72 ans, les pieds dans le vide et le silence autour de moi, je l'ai senti se dérober. La veille, j'avais glissé dans la salle de bain. Rien de grave physiquement. Un genou meurtri, une épaule qui avait heurté le bord de la baignoire, un moment de frayeur que mon cœur avait mis 20 minutes à digérer. Mais j'étais restée allongée sur le carrelage froid pendant ce qui m'avait semblé une éternité avant de réussir à me relever seule. Seule. J'avais appelé Florentin en premier. Son téléphone avait sonné 6 fois avant de basculer sur la messagerie. J'avais raccroché sans laisser de message parce que je ne savais pas quoi dire. J'ai failli tomber ne semblait pas suffisant. J'avais besoin d'entendre une voix, semblait trop lourd. J'avais ensuite envoyé un message à Gwenaëlle. Un message court, factuel, comme ceux qu'elle préfère.
Elle m'avait répondu 2 heures plus tard avec un emoji représentant un cœur et la phrase « Repose-toi bien, maman, on se parle ce week-end ». Ce week-end, c'était mardi. Quant à Lucien, il était 5 heures du matin là où il vivait et je n'avais même pas essayé. Je m'étais couchée ce soir-là avec une sensation que je n'arrivais pas encore à nommer. Quelque chose entre la tristesse et la stupeur. Comme quand on mord dans un fruit qui ressemble à quelque chose de sucré et que l'intérieur est amer. Ce que je vais vous dire maintenant, je ne l'aurais jamais dit à voix haute il y a 10 ans, peut-être même il y a 5 ans. Parce qu'il y a des vérités que l'on protège, non pas parce qu'elles sont fragiles, mais parce qu'on a peur de ce qu'elles révèlent sur nous-mêmes. Nos enfants nous aiment, je le crois, je le sais, mais ils ont leur vie. Et leurs vies sont pleines de réunions et de courses scolaires, de factures et de week-ends chargés, de fatigues accumulées et d'obligations qui n'en finissent jamais. Ils ne sont pas cruels, ils ne sont pas indifférents, ils sont simplement debout dans le courant d'une existence qui avance vite, et nous, les parents vieillis, les mères aux cheveux blancs, les pères aux genoux raides, nous sommes quelque part sur la rive, à regarder l'eau passer. Et personne n'est coupable de cela. Mais personne n'est là non plus. J'ai passé les semaines suivantes à observer, avec une attention que je n'avais jamais eue auparavant, les femmes autour de moi. Celles de mon âge. Celles qui, comme moi, avaient traversé le cap des 70 ans avec l'idée que la famille serait un filet de sécurité. Il y avait Méline, ma voisine depuis 22 ans, dont les 3 filles appellent, quand elles pensent à le faire, selon ses propres mots, prononcés avec un sourire qui ne cachait rien. Il y avait Przemyslava, que j'avais rencontrée au groupe de marche nordique du jeudi matin, une femme d'une élégance tranquille qui m'avait confié un jour, entre 2 respirations, que son fils lui avait proposé de chercher une maison de retraite sympa après son opération de la hanche. Il a cherché sur Internet pendant 20 minutes, dit-elle, et il m'a envoyé 3 liens. Elle avait ri en disant ça, mais ses yeux ne riaient pas. Et puis, il y avait Roswitha, que j'avais croisée à la pharmacie et avec qui j'avais parlé 40 minutes debout dans le couloir entre les présentoirs de crème solaire et les boîtes de vitamines. Roswitha, 69 ans, encore alerte, encore vive, qui m'avait dit une chose que je n'ai jamais oubliée depuis. Le problème, Solveig, c'est que l'on s'est préparé à tout sauf à ça. On a préparé les études de nos enfants, leur mariage, leur première maison. On a préparé Noël 30 ans de suite, mais on n'a jamais préparé notre propre absence. Notre propre absence. J'avais roulé cette phrase dans ma tête pendant des jours, comme on roule un caillou lisse entre les doigts. Il y a quelque chose que personne ne nous dit lorsque nous sommes jeunes mères, jeunes femmes actives, jeunes grand-mères encore debout. Personne ne nous dit que la dépendance ne ressemble pas à ce qu'on imagine. On imagine la dépendance comme quelque chose de brutal, de soudain, un accident, une maladie foudroyante, un basculement franc et net entre l'avant et l'après. Et parfois, oui, c'est ainsi. Mais le plus souvent, la dépendance arrive comme la brume arrive sur un paysage, lentement, par couches successives. D'abord les escaliers qui demandent plus d'attention, puis le pot de confiture qu'on n'arrive plus à ouvrir, puis le formulaire administratif qu'on ne comprend plus, pas parce que l'intelligence a disparu, mais parce que le monde a changé de langue sans nous prévenir. Et un jour, on réalise que la brume a tout recouvert et que l'on ne voit plus très bien le chemin. Et nos enfants, qui vivent dans leur maison lumineuse avec leur connexion Internet rapide et leurs agendas partagés, ne voient pas la brume depuis là où ils sont. Ils voient une mère qui s'en sort très bien pour son âge. Ils voient une femme forte, autonome, telle qu'elle a toujours été. Parce que c'est l'image que nous avons construite. Parce que nous n'avons pas su, ou pas voulu, montrer autre chose.
Nous aussi, nous avons une part de responsabilité dans ce malentendu. Voilà ce que j'aurais dû faire différemment. Voilà ce que je vous dis aujourd'hui, à vous qui regardez cette vidéo et qui avez peut-être 60 ans, peut-être 65, peut-être 68, encore dans cet espace où l'on se sent capable, où l'on ne veut pas déranger, où l'on se dit « j'ai encore le temps ». J'aurais dû construire des ponts avant d'en avoir besoin. Pas après la chute dans la salle de bain, pas après la nuit trop longue et le silence trop épais. Avant, j'aurais dû parler à mes enfants. Non pas de mes peurs, je n'y arrivais pas, c'était trop difficile, mais de mes projets. Voilà comment j'envisage la suite. Voilà ce que je voudrais pouvoir faire encore. Voilà ce dont j'aurais besoin si les choses changeaient. Des conversations concrètes, posées, sans urgence, sans dramatisation. Des conversations d'adultes entre adultes. J'aurais dû me constituer un cercle, pas seulement ma famille, des amis proches, des voisines, des personnes rencontrées dans des groupes, des associations, des activités, des liens qui ne reposent pas sur le sang, mais sur le choix, sur la réciprocité, sur la présence réelle. J'aurais dû aussi ne pas remettre à plus tard les décisions pratiques. Le testament, les directives médicales, les dispositions financières, la question du logement. Ces sujets que l'on évite parce qu'ils font penser à la fin et que l'on finit par ne jamais aborder jusqu'à ce qu'une situation d'urgence nous y oblige, dans des conditions où l'on n'est plus vraiment en état de choisir. Et surtout, j'aurais dû arrêter de croire que l'amour suffit. L'amour de mes enfants est réel, mais l'amour ne se lève pas à 3 heures du matin quand on est à 600 km et que le lendemain, il y a une présentation au travail. L'amour ne réorganise pas une vie entière parce qu'une mère vieillit. L'amour, même sincère, a ses limites géographiques, temporelles, humaines. Ce n'est pas une trahison. C'est la réalité. Après cet hiver-là, j'ai changé beaucoup de choses. J'ai appelé Florentin, non pas pour lui dire que j'étais tombée, mais pour lui proposer qu'on se retrouve, lui et moi, juste nous deux, pour déjeuner. Et pendant ce déjeuner, j'ai parlé. Pas de ma fragilité, de mes souhaits, de ce que j'aimais encore dans la vie et de ce que je voulais protéger. Il m'a écouté avec une attention que je ne lui connaissais pas, ou que je n'avais peut-être simplement jamais sollicitée. J'ai rejoint un groupe de femmes de mon quartier qui se retrouvent 2 fois par semaine. Des femmes entre 60 et 80 ans, avec des histoires différentes, des tempéraments différents, mais une chose en commun. Elles avaient décidé de ne pas attendre que quelqu'un vienne les sauver. J'ai pris rendez-vous avec une notaire. Une femme rigoureuse au prénom impossible, Sigríður, d'origine islandaise, qui m'a posé des questions que personne ne m'avait jamais posées et auxquelles j'ai mis du temps à répondre. Mais j'ai répondu. Et quand je suis sortie de son bureau 2 heures plus tard, j'avais l'impression d'avoir posé un sac très lourd que je portais depuis longtemps sans m'en rendre compte. Et j'ai recommencé à écrire. Un journal, pas pour être lu, juste pour mettre des mots sur des choses qui sinon restaient en suspension, quelque part entre ma gorge et ma poitrine. L'écriture m'a rendu quelque chose que je croyais avoir perdu, l'impression d'être l'auteur de ma propre histoire. Aujourd'hui, j'ai 75 ans. Je ne suis pas guérie de la solitude, elle fait partie de la vie, à tout âge, et vouloir en être guérie est une chimère. Mais je ne la subis plus de la même façon. Je l'habite différemment. Comme on habite une maison qu'on a appris à réaménager, à rendre plus lumineuse, à remplir de choses choisies plutôt que de vides subis. Mes enfants sont toujours loin géographiquement. Florentin a déménagé encore une fois. Gwenaël a eu un 3e enfant. Lucian a finalement eu une fille, née là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique,
que je n'ai vues qu'en photographie jusqu'à présent. Rien de tout cela n'a changé. La géographie est la géographie. Mais quelque chose a changé en moi. La façon dont je tiens ma vie, avec mes 2 mains, fermement, au lieu de la tendre vers les autres, en espérant qu'ils la portent pour moi. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous avez dépassé la 60aine, ou que vous approchez de ce cap avec cette sensation étrange que quelque chose est en train de changer sans que vous sachiez encore quoi, laissez-moi vous dire ceci. Votre famille vous aime probablement. Sincèrement, profondément, à sa façon. Mais l'amour ne suffit pas à construire un filet. Il faut du bois, des clous, de la méthode. Il faut des conversations tenues avant l'urgence. Des liens tissés en dehors du sang. Des décisions prises pendant qu'on est encore en mesure de les prendre soi-même. Des projets qui ne dépendent pas de la disponibilité des autres pour exister. Ne comptez pas sur votre famille pour vous sauver de quelque chose que vous pouvez encore construire vous-même, aujourd'hui, avec les ressources que vous avez. Ce n'est pas un manque de confiance envers eux. C'est la plus belle preuve de confiance envers vous-même. Je m'appelle Solveig, celle qui marche seule vers la lumière. Ma mère avait tout compris. Et si cette histoire a résonné en vous, si vous avez eu l'impression de reconnaître quelque chose, une scène, une sensation, une peur que vous n'aviez pas encore nommée, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne, parce que chaque semaine, j'essaie de poser ici des mots honnêtes sur des choses que l'on n'ose pas toujours dire à voix haute. Des mots pour celles et ceux qui ont décidé de ne pas traverser la 2e moitié de la vie les yeux fermés. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Activez la cloche si vous ne voulez rien manquer. Et si quelqu'un dans votre entourage, une amie, une sœur, une voisine, pourrait avoir besoin d'entendre cela, partagez cette vidéo avec elle. Parce que certaines vérités, on les comprend mieux quand on les entend dans la voix de quelqu'un qui les a vécues. À la semaine prochaine.